On va commencer cette deuxième conférence du cycle bimensuel. Donc aujourd'hui, nous accueillons Émile de Vicher, que je remercie pour sa présence. On le sait assez occupé. Il est venu hier soir de Paris pour nous retrouver. Donc Émile est designer, chercheur en design, associé au laboratoire interdisciplinaire Matters of Activity de l'université Humboldt à Berlin. Son travail oscille entre installation performative, objets fonctionnels, entrepreneuriat et recherche fondamentale. Émile a d'abord une formation d'ingénieur, puisqu'il est diplômé de l'Université de technologie de Compiègne, avant des études de design à la Royal College of Art, dont il est diplômé en 2012. En 2014, il entreprend une thèse de doctorat sacre, qu'il soutient en 2018 au Musée des Arts et Métiers. Alors, je vais paraphraser les quelques lignes d'introduction de son intervention du jour, qui s'intitule « Opération technique et critique, suivre la matière dans ses transformations, comment penser et concevoir de nouvelles manières de faire, quelles alternatives proposer au système de production industrielle, et quel rôle les designers, designeuses, architectes ou artistes peuvent avoir dans l'invention de ces alternatives. L'ère anthropocénique que nous vivons requiert de nous poser ces questions. Elle nous force à nous pencher sur la matière, sur ses comportements, ses voyages, ses activités propres. Au travers d'une série d'exemples de projets précis, la conférence de Émile cherchera à montrer comment, comment la diversification des procédés de production ne constitue pas uniquement des substituts techniques, mais peuvent aussi simultanément devenir des supports de questionnement critiques et politiques fondamentaux, faisant jouer nos imaginaires, nos modes de vie et nos manières de faire société. Je vais peut-être laisser la parole à Frédéric. Bonjour. Ouais, je pense que c'est bon là, oui. Oui, bonjour à tous et toutes. Moi aussi, je voulais remercier vivement et chaleureusement Émile d'être venu jusqu'à nous. On est très heureux de l'accueillir. Je voulais aussi, elle n'est pas là, mais je voulais remercier Lia Giraud, qui est je sais pas si tout le monde la connaît, enseignante à l'école en photographie. Qui a eu la gentillesse de faire l'intermédiaire avec Émile, puisqu'elle elle le connaît, et également de me faire découvrir son travail. Et quand j'ai vu le travail d'Émile de Vicher, j'ai tout de suite vraiment beaucoup apprécié ce travail. Juste aussi un petit mot pour dire que cette conférence se poursuivra par une discussion, on va dire, avec les étudiants plutôt de 5e année design dans les ateliers design. Et le fait de dire ça me ramène à la soirée d'hier soir qu'on a passée ensemble, donc avec Lia, Philippe de la Haute Maison, Maxime et Émile, où Émile, quand il arrive et qu'il présente son travail, il le présente comme un travail de designer. Et Lia, tout de suite, se récrie, proteste, et dit « Mais non, enfin, ton travail, c'est un travail d'artiste. » Et voilà, donc art, design, art, c'est des questions qu'on se pose aussi dans cette école, où il y a donc l'option art, l'option design, qui vivent ensemble dans cette école, mais parfois un peu trop, peut-être l'une à côté de l'autre. Et ce que je voulais dire, ce que j'aime particulièrement dans le travail d'Émile et ce qui fait sa force, je trouve, c'est que l'art et le design, ils vivent très bien ensemble. Merci et bonne conférence. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien au niveau du son déjà? Merci de m'accueillir, c'est un endroit assez agréable, je dois dire, où venir. Vous avez de la chance, ce campus est sublime. Donc c'est très agréable pour moi, c'est presque des petites vacances et j'espère vous emmener en voyage avec moi. On va aller voir dans la matière, aussi bien des échelles microscopiques qu'à des échelles architecturales, et aussi dans des lieux. On va voyager géographiquement et conceptuellement ensemble. Voilà. Donc accrochez vos ceintures, on y va.
Alors, très rapidement, un petit mot sur mon parcours qui a déjà été annoncé, mais j'ai commencé par l'université de technologie de Compiègne en ingénieur. J'ai fait un master en ingénierie mécanique avec une spécialisation en sciences des matériaux, ce qui explique un peu aussi mon intérêt pour les matières. Et j'ai travaillé 6 mois en sortant de cette école en ingénierie pure à SNECMA c'est les moteurs d'avion, fabricant de moteurs d'avion. Et ça m'a frustré, j'ai pas du tout aimé la manière dont l'ingénierie se pratique, enfin le métier de l'ingénierie, pour toute une série de raisons, on pourrait en reparler. Mais du coup, j'ai postulé pour un certain nombre d'écoles de design. J'ai été pris au Royal College, dans cette école qui est absolument magique. C'était 2 ans magnifiques. Et au sein de cette école, un des projets que j'ai fait, dont je vais parler plus tard, a tout de suite eu une grande résonance. Il y avait beaucoup d'invitations d'expositions. On a gagné quelques prix. On a eu des publications, pas mal. Et donc, on a fondé une entreprise avec ce projet qui s'appelle Polyfloss. J'y reviendrai tout à l'heure. En même temps, toutes ces expositions rapportent rien, faut le dire clairement. Il n'y a pas d'économie autour de l'exposition et des publications. Donc, pour soulager, disons, ma pratique du poids financier, j'ai pris un mi-temps en tant que chef de projet innovation pendant 2 ans dans une entreprise, dans une start-up à Paris. Et puis je me suis intéressé à la recherche, donc j'ai fait le doctorat Sacre, qui est un doctorat de création, un doctorat par la pratique, monté par l'université Paris Sciences et Lettres, avec un rattachement pour ma part à l'ENSAD à Paris. Pendant ce doctorat, alors j'ai fait beaucoup de choses, évidemment, des projets dont on va parler, j'ai écrit une thèse dont on pourrait parler aussi, je ne vais pas trop rentrer dedans. Mais en parallèle, j'ai aussi lancé un projet, disons, un peu connexe. On a créé une association, un petit collectif de chercheurs et designers pour se poser les questions de l'écriture en design, et notamment l'écriture par des praticiens, qui est une question pas évidente. J'imagine que ceux qui sont en 4e année et 5e année qui abordent le mémoire se la posent de la même manière. Et donc on a monté une revue qui s'appelle Obliquité, où on invite des designers à écrire. Et donc on publie des designers praticiens, je vais en redire un mot juste après. Et puis donc j'ai soutenu ma thèse fin 2018 au Musée des Arts et Métiers, et en début 2019 j'ai commencé un postdoc à Berlin. Alors ils ont accepté que je le fasse un peu à distance, donc je voyage entre Berlin et Paris. Et c'est donc un postdoc dans ce qu'ils appellent donc des clusters d'excellence, le nom est bien choisi. Qui s'appelle Matters of Activity, donc qui vraiment travaille sur l'activité de la matière. Et qu'est-ce que ça change à partir du moment où on considère l'activité de la matière plutôt que de la considérer comme quelque chose de mort, de figé, sans relation à son environnement, etc. Et il y a 150 chercheurs, 40 disciplines, enfin c'est une très grosse machine. Depuis ça, je mets juste une ou deux choses pour que vous voyez un peu le panel de choses que je fais. J'ai été invité à prendre la direction éditoriale du prochain numéro de la revue Radar, qui est une revue de recherche en design suisse, éditée par le MUDAC, avec cette association LPP. Et cette année, je vais être aussi pas mal engagé dans du commissariat d'exposition, notamment une exposition qu'on fait pour la Triennale de Milan en avril, et puis une autre exposition au Kunstgewerbemuseum, qui est le musée d'art et de design de Berlin. Donc voilà, ça vous donne un peu un panel de beaucoup de choses. Je ne vais pas parler de tout ça, évidemment. Mais voilà. Alors, juste un petit point, peut-être une introduction sur ce projet Obliquité, que je pourrais ensuite vous donner plus d'infos si vous voulez. Mais donc c'est une revue, il n'y a pour l'instant que 2 numéros, c'était censé être un fanzine, et évidemment c'est devenu une revue de 250 pages en quadrichromie, etc. Donc c'est devenu un gros projet. Et donc, comme je vous l'ai dit, qui invite que des designers praticiens. Le premier numéro s'appelait Paradigme, et il invitait que des designers qui utilisent la performance ou l'installation dans leur travail, et donc pour questionner un peu pourquoi l'usage de tels médias, qu'est-ce que ça leur permet de dire qu'ils ne pouvaient pas dire en design, mais ils se disent tous designers, et pourtant ils utilisent des médiums qui sont plutôt des médiums artistiques. Le deuxième numéro est un peu plus proche de mes questions de recherche à moi. Il s'appelle Process, et c'est des designers qui ont utilisé des procédés de fabrication ou inventé des procédés de fabrication
dans leur travail, que ce soit des procédés numériques ou artisanaux. Et le 3e numéro est en cours de façonnage et il sera plutôt sur les questions biologiques. Voilà, alors je vais vous parler de 5 projets, c'est un peu mes 5 projets phares. Ils ne sont pas tous au même niveau de développement, certains sont très jeunes, d'autres sont beaucoup plus anciens. Peut-être pour les introduire, en fait j'ai conscience que, contrairement à d'autres designers ou chercheurs, j'ai pas une sorte de constance très linéaire. J'ai pas travaillé un matériau depuis 10 ans sur lequel je serais spécialiste, ou une technique que l'imprimante 3D depuis 10 ans. Je compose avec pas mal de choses très différentes les unes des autres, aussi bien donc en termes de matériaux, de techniques, mais aussi de lieux d'inscription. On en a parlé, parfois, certains des projets arrivent en exposition, en galerie, d'autres se développent en entreprise, d'autres se développent uniquement dans des cadres de recherche sous forme d'articles scientifiques. Et je joue aussi un peu, je cherche en fait aussi à questionner les médiums par une sorte d'hétérogénéité. C'est pour ça aussi que j'ai appelé cette conférence « Suivre la matière », parce qu'en fait je suis la matière. C'est-à-dire je fais des projets qui m'amènent parfois en exposition et parfois en entreprise, parfois on va le voir dans des cadres humanitaires. Enfin, donc c'est la matière qui m'amène à toute une série d'expérimentations et de voyages. Alors, je vais quand même essayer de vous montrer la cohérence, parce qu'il y a une cohérence dans tout ce travail, malgré sa diversité. Et pour l'expliquer, je vais revenir sur deux, trois notions qui sont un peu des introductions à ma thèse. Je vais aller vite, mais je pense que c'est important pour pouvoir lire mon travail. Alors, je vous présente ici, c'est vraiment 2 exemples assez simples, 2 technologies qui produisent à peu près la même chose. Donc, d'un côté, vous avez une imprimante 3D que vous connaissez, j'imagine, par cœur, et de l'autre côté, c'est une machine d'injection par moulage. Et donc, les 2 produisent des pièces en plastique relativement petites, mais malgré le fait qu'elles aient des résultats relativement similaires, en fait, elles sont extrêmement différentes dans leur fonctionnement, et elles impliquent, du coup, des organisations complètement différentes. C'est-à-dire, par exemple, la machine d'injection par moulage requiert un moule, qui est un moule en acier assez complexe, avec des systèmes de refroidissement, etc. Et donc, un moule, ça peut coûter facilement 30 000, 40 000, 50 000 euros. Ce qui veut dire que pour le rentabiliser, on est obligé d'être dans des logiques industrielles, de produire 10 000 pièces, 100 000 pièces, voire 1 million de pièces, nécessairement. C'est-à-dire c'est inhérent à la manière dont cette machine fonctionne. Ce qui veut dire que on est nécessairement dans des logiques industrielles de grande échelle et qu'on est aussi dans les logiques de distribution, parce que vous n'allez jamais écouler 1 million de brosses à dents dans le village autour. Donc nécessairement, on rentre dans des logiques de distribution à l'échelle soit nationale, soit mondiale. Et donc, c'est la technologie elle-même, c'est-à-dire le principe de fonctionnement de la technique qui va générer certaines organisations politiques. À l'inverse, l'imprimante 3D qui produit, donc vous connaissez des petites pièces en plastique par addition de couches, va produire des pièces assez lentement, va pouvoir produire des pièces différentes à chaque itération, et va aussi, et a été d'ailleurs porteur de toute une sorte d'approche politique du Maker Movement, des Fab Labs, etc., qui soutenait une réappropriation des technologies à échelle locale, qui soutenait aussi la réparabilité plutôt que de racheter des objets. Alors, est-ce que tout ça est vrai avec cette machine? C'est une autre question. Mais on voit tout de suite que ces 2 technologies qui aboutissent au même résultat, en fait, portent des agencements extrêmement différents. Donc voilà, c'est juste une introduction pour vous montrer qu'en fait, la technologie, c'est pas seulement des moyens différents pour une fin, c'est aussi, ils agencent des organisations, et j'utilise le terme politique haïtien, parce qu'on va voir pourquoi c'est politique. Alors, c'est politique parce que on vit une crise écologique qu'on peut appeler de multiples manières, anthropocène, plantocène, capitalocène, etc.
Mais cette crise écologique, elle a, en tout cas pour nous designers, je pense qu'elle a elle a un effet très très direct. Hein, avant de se poser les questions nature-culture, avant de se poser les questions de droit de propriété, etc., que la crise écologique requiert hein, de mettre en question, il y a une question toute simple qui est celle des écologies de production. Maintenant, quand on est dans un magasin, qu'on choisit un objet à acheter, on ne peut plus simplement regarder son prix, sa fonction, sa forme. On doit se poser la question de comment il a été produit, quelles matières ont été utilisées, où est-ce qu'elles ont été extraites, comment elles ont été transportées, quelles énergies elles ont demandé, quels déchets elles ont produits, etc., etc. C'est-à-dire qu'on doit ouvrir tout d'un coup cette boîte de Pandore de toutes les traductions techniques qui permettent à cet objet d'exister. Et c'est vrai donc pour avant, mais c'est vrai pour après aussi. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai lancé mon pot de yaourt dans la poubelle? Est-ce qu'il est vraiment recyclé? Est-ce qu'il finit dans l'océan Pacifique? C'est des questions, et en fait c'est des questions auxquelles on n'a pas accès. Même moi qui suis ingénieur et qui suis censé connaître tout des procédés de production, en fait on n'a aucune information. Je peux rien vous dire sur cet ordinateur, je peux pas vous dire grand-chose de mon t-shirt, où est-ce qu'il a été produit, comment il a été fait, quels déchets il a produit, quelles énergies il a utilisées, est-ce que les déchets ont été revalorisés ou pas, est-ce que les énergies sont basées sur des énergies fossiles ou pas. On n'a aucune idée. Et donc, il y a une sorte de nécessité, si on veut être responsable de notre action, en tant que citoyen, une nécessité de s'intéresser à toutes ces questions. Alors, je vous ai mis une petite citation, j'en ai pas mis beaucoup, mais celle-là, je l'aime beaucoup, de Bruno Latour, qui va dans ce sens-là. Et donc, Bruno Latour, qui est un anthropologue, ethnologue et philosophe, et qui a fait une analyse de la modernité, c'est-à-dire il a pris les modernes comme étant un peuple à étudier, dit ceci: aux yeux de l'ethnologue, l'un des aspects les plus étonnants des modernes n'est pas la façon dont ils traitent des divinités, des savoirs ou des dieux, mais le peu de place qu'ils accordent à ce qui les définit le plus nettement aux yeux de tous les autres depuis le début des grandes découvertes, l'art et la manière de déployer la technique. Pour 1000 ouvrages sur les bienfaits de la connaissance objective, il n'y en a pas 10 sur les techniques et pas 3 pour signaler le danger mortel que l'on courrait à ne pas les aimer. Et j'aime bien le fait qu'il ait volontairement utilisé le terme aimer et pas intéressé, et on va voir pourquoi. Alors, s'intéresser à la technique, bon, ça fait très longtemps, hein, il y a beaucoup de philosophes qui parlent de ça. Déjà, Simondon, dans les années 60, disait il faut que les humains s'intéressent à la technique pour pouvoir se comprendre eux-mêmes. C'est-à-dire la technique a un tel effet sur nos quotidiens et sur nos sociétés que pour se comprendre, il faut avoir une culture technique. Et donc lui proposait de faire des cours de technologie dès le plus jeune âge. Il utilisait la philosophie aussi pour décortiquer les schèmes et les principes par lesquels la technique se développe. Ce qui est une réponse sans doute tout à fait viable, mais qui n'est pas la mienne, ou en tout cas moi je prends le problème à l'inverse, c'est-à-dire plutôt que de demander aux humains de faire un effort pour s'intéresser aux techniques, je me demande si on ne peut pas modifier les techniques pour qu'elles intéressent les humains. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut faire des procédés de fabrication qui ont des capacités à enrôler, à être appréhendables aux deux sens du terme, c'est-à-dire au sens métaphorique, on va dire, de le comprendre, et en même temps appréhendable physiquement, de le prendre en main. Et donc au final, la question qui se, disons, simplifiée, mais qui est pas simple du tout, c'est de savoir s'il y a une antinomie entre deux types de machines qu'on rencontre assez souvent. Une machine qui est pensée uniquement pour son efficacité, comme la machine d'injection par soufflage qu'on voit ici à gauche, donc qui a été pensée uniquement dans une logique d'ingénieur, uniquement pour qu'elle produise quelque chose en dehors d'elle-même, et absolument pas pour qu'elle soit insérée dans un contexte social, public ou politique. Au contraire, elle est cachée dans une usine. Et de l'autre côté, d'autres types de machines qui sont des machines uniquement performatives, c'est-à-dire qui vont avoir comme unique objectif de prendre place dans l'espace public et de générer des effets esthétiques, symboliques, etc. Et donc, est-ce qu'il y a antinomie? Est-ce qu'on peut imaginer de faire les deux? Et à quel moment dans le développement technique, du coup, en fait, ça se croise? Et à quel moment on fait un choix pour l'un par rapport à l'autre? Parce qu'évidemment, il y a des choix fonctionnels qui vont être peut-être antithétiques avec des choix esthétiques. Donc voilà, c'est vraiment un peu le cœur de
de mon travail, voilà, que j'ai développé dans ma thèse. Je pourrais en reparler dans les questions si vous voulez. Donc voilà, maintenant on va aborder les projets. Donc 5 projets, et je vais commencer par le projet qui n'est pas abouti, parce que la recherche c'est souvent aussi des ratés. Donc il y en a un qui est toujours pas, dont je suis toujours pas satisfait, qui s'appelle Bold. Et l'idée de départ, c'était de se dire, on parle beaucoup de production urbaine et de ramener la production dans la ville, notamment avec toutes ces histoires de Fab Lab et d'imprimantes 3D. Mais au final, c'est souvent donc des technologies qui sont miniaturisées, simplifiées, et qui du coup s'intègrent à la ville. Mais c'est pas du tout des technologies, des techniques qui sont liées aux pratiques de la ville. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il est possible d'imaginer une nouvelle manière de fabriquer des objets ou des architectures, mais liées à des savoir-faire propres à la ville. Et quels sont-ils ? Y a-t-il des savoir-faire propres à la ville ? Alors, il y en a un qui est assez flagrant, c'est évidemment le graffiti. Le graffiti est né dans la ville, il n'existe quasiment que dans la ville. Il est même une réponse, d'une certaine manière, à la ville. Et dans les campagnes, sur un buisson, c'est assez difficile de faire du graffiti. Donc, c'est une pratique qui est passionnante pour plein de raisons. Depuis ses débuts, donc avec, vous connaissez sans doute Takis en 83, le premier graffeur reconnu comme tel, en tout cas. Mais c'est une pratique intéressante parce qu'elle a ce rapport très conflictuel avec la publicité. Elle ne cherche pas à se vendre, mais en même temps, ça devient du logotype. Donc, c'est vraiment une sorte de publicité la plus primaire. Elle a un rapport évidemment au savoir-faire, aussi au fait que ce soit non commercial, qui est vraiment intéressant. Et elle s'est développée avec toute une série de réseaux, de techniques différentes, d'approches, etc. Donc voilà, je me suis intéressé au graffiti et je me suis dit, est-ce qu'il est possible de faire du graffiti, mais plus en 2 dimensions, en 3 dimensions, pour pouvoir rentrer dans la question de l'objet, quoi. Donc, en fait, il faut imaginer, mon rêve, c'est de faire quelque chose qui serait entre une bombe de mousse à raser et une bombe de peinture, quoi. Une sorte de mousse à raser à base d'eau, parce que je veux que ça reste à base d'eau, parce que ce soit non polluant, mais qui puisse se solidifier. Donc voilà, ça m'a mené à faire beaucoup de tests. Là, vous voyez en partie un de mes ateliers. C'est celui où j'étais il y a 2 ans. Et donc je fais plein de mélanges, mais c'est principalement des choses qu'on retrouve dans les savons, dans les colles à bois. Enfin, c'est vraiment très simple, hein. J'injecte un gaz dans ces bombes et puis j'essaie d'en sortir donc une sorte de mousse colorée. Mais ça ne marche toujours pas. Enfin, alors, soit ça fait des formes, ça tient très très bien et c'est très beau, mais au bout de 2 heures ça s'écroule et il n'y a plus rien. Soit c'est l'inverse, ça se tient très très bien, mais c'est extrêmement dur à sortir. Donc voilà, je cherche encore la bonne formule, mais vous voyez que peut-être un jour vous verrez des graffitis en 3 dimensions qui apparaissent dans la ville. Voilà. Alors un deuxième projet qui est aussi lié à la question des savoir-faire, c'est un projet plus récent qui s'appelle Pétrification. Au début, je m'intéressais. Alors, il y a plusieurs choses qui sont venues se combiner pour penser ce projet, mais une des choses qui m'intéressait beaucoup, c'était ou qui me paraissait urgent d'adresser, c'était la question de l'appauvrissement de la diversité. C'est-à-dire, on vit évidemment par l'Anthropocène un appauvrissement de diversité biologique. Des plantes et des animaux, mais aussi en fait en termes de matériaux, il y a une sorte de remplacement de toute une série de matériaux locaux, de matériaux du coup souvent hétérogènes, remplacés par des matériaux industriels, et du coup des techniques aussi, des techniques artisanales qui se perdent. Et il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui travaillent, d'entreprises notamment du luxe en France, qui travaillent sur comment préserver les savoir-faire, etc. Et donc je me disais, il y a un peu urgence comme ça. Il y a tellement de savoir, de matière et de savoir et d'espèces qui sont en train de disparaître. Comment est-ce qu'on pourrait leur donner une sorte comment on pourrait les garder, quoi.
Donc je me suis lancé dans une sorte d'archéologie spéculative, si vous voulez. Qu'est-ce que dans 500 ans on voudrait garder de maintenant, en m'adressant surtout à des matériaux, à des matériaux poreux, à des matériaux fragiles, et au savoir-faire lié à ces matériaux. Et donc en fait, ce que j'essayais de faire, c'était de prendre des matériaux organiques et poreux et les transformer en matériaux inorganiques, en céramique en fait. Et pour faire ça, j'ai cherché un peu dans la littérature et en fait, je suis tombé sur un article scientifique d'un laboratoire en Californie qui avait réussi à prendre un morceau de bois, vraiment un petit cube de bois d'1 centimètre par 1 centimètre, ils avaient enlevé la lignine avec de l'acide, donc c'est ce qu'on fait quand on fait du papier, hein, on enlève la lignine, on garde que les fibres. Et puis ils l'avaient infusé avec de la silice et ils l'avaient finalement mis dans un four. Et ils avaient réussi à transformer ce morceau de bois en céramique. Donc j'ai repris ces études et je me suis dit, mais il n'y a pas besoin, si on utilise avec du papier, il n'y a plus besoin de cette partie acide, on peut directement passer à la silice et au four. Donc voilà, là c'est le mélange de silice, donc c'est un gel en fait, qui est très liquide, dans lequel on va tremper la base cellulosique, donc papier, carton, pâte à papier, corde, en fait tout ce qui contient du carbone et qui est poreux. On le met en forme, et puis il va sécher, il va durcir un peu, et puis on va pouvoir le mettre dans un four. Alors c'est un four un peu spécifique, parce que c'est un four où il ne peut pas y avoir d'oxygène, sinon le papier brûle. Donc il faut soit tirer le vide, soit mettre un gaz inerte. Donc voilà, et ça monte à 1300, 1400 degrés. Et en fait, à cette température-là, une fois qu'on dépasse les 1300 degrés, il y a donc une fusion des deux matériaux, donc il y a du carbone et de la silice. Et les deux matériaux fusionnent pour créer du carbure de silicium, qui est un cristal assez passionnant. Ça ressemble à ça, c'est donc noir avec un peu des reflets irisés. C'est un matériau qui est assez peu présent sur Terre parce qu'en fait il est uniquement amené par des météorites. Le premier qu'on a trouvé c'était Henri Moissan, qui était un chimiste français qui l'a trouvé en Arizona, sur un site de météorites. Et ça a donné le nom de la pierre, c'est la moissonnite. Mais en fait il a été synthétisé avant ça par un chimiste suédois qui essayait de faire du diamant, donc un peu dans une recherche presque alchimique on va dire, et qui n'a pas réussi et qui a produit cette autre matière, le carbure de silicium, qui est presque aussi rigide, qui est presque aussi résistant que le diamant, mais qui n'a pas du tout le statut du diamant, évidemment, en joaillerie. Alors la pétrification, c'est un terme qui m'intéressait justement parce que c'est pas neutre. C'est évidemment un terme qui est extrêmement ancré dans notre culture. Ça n'a rien à voir. Parler de pétrification, ça n'a rien à voir avec parler d'extrusion, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a tout de suite une série de contenus culturels qui viennent se lier à ce projet. D'abord naturel, donc évidemment les pétrifications qu'on peut trouver par exemple dans ce parc national aux États-Unis, où il y a des arbres entiers pétrifiés par infiltration. Ça donne lieu à un artisanat d'ailleurs absolument magnifique aux États-Unis avec des vasques en bois pétrifié, etc. C'est d'un goût absolu. C'est aussi extrêmement présent dans la pop culture ou la contre-culture. Il y a beaucoup de blockbusters un peu étranges des années 60 sur des monstres pétrifiants ou des pierres qui prennent vie. Enfin, donc il y a toujours cette espèce de question entre vie et mort, mais en même temps avec une obsession qui survit à la mort. La pierre nous survit, donc il y a aussi, c'est un peu l'idée de la statue aussi. Mais on trouve aussi des sorts de pétrification dans tous les jeux vidéo, etc. Et tout ça vient souvent de la mythologie, où il y a énormément de mythes de pétrification, notamment ici en Islande.
je vite recure, où il y a cette espèce d'énorme masse rocheuse pétrifiée, masse rocheuse devant la plage, et le mythe raconte que c'est un troll, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais les trolls ne sont pas catholiques. Ils détestent les églises, et en fait, il y avait une église juste à côté, sur la plage, juste à côté. Lui habitait sur l'île en face. Il entendait les sons de cloches, et il voulait venir détruire l'église, et le soleil s'est levé avant qu'il arrive jusqu'à l'église, et donc il s'est fait pétrifier par les rayons du soleil. Voilà typiquement le genre d'histoire qu'on va pouvoir trouver avec les dolmens aussi, chez les Celtes et tout ça. Mais on les trouve dans énormément de cultures, aussi bien aux Amériques, chez les Cherokees, chez les tribus indiennes, on les trouve chez les Maoris, etc. Et en Europe, bien évidemment, avec le mythe de Méduse, qui avait le pouvoir de pétrifier par le regard, et Persée qui lui a coupé la tête. Voilà, donc ça a donné lieu à une sorte d'expérimentation où j'ai commencé à pétrifier toute une série de choses et essayer de comprendre aussi, évidemment, il y a beaucoup de contraintes, hein, c'est comme un procédé céramique, donc les temps de séchage, les temps de cuisson, les courbes de cuisson sont extrêmement sensibles dès qu'on... ça peut très vite sortir en poussière, très simplement. Et donc j'obtiens toutes ces formes qui sont encore à l'état d'expérimentation, mais qui commencent à devenir de plus en plus importantes. Et j'ai fait donc ce travail qui était une sorte de... dans cette logique d'archéologie spéculative, j'ai fait ce travail où une sorte de vision du futur, où on déterre ces objets au milieu des blocs de béton armé, où on trouve soit des espèces disparues, soit des formes artisanales ou des formes de matériaux qu'on ne trouverait plus sur Terre. Alors c'est aussi quelque chose, et ça c'est important pour moi, c'est que j'essaye au maximum que mes projets soient collectifs. Et donc je commence cette année à inviter des designers, architectes, mais j'aimerais aussi inviter des anthropologues, des éthologues, des géologues, à venir choisir quoi pétrifier et former, définir ce qu'il faudrait finalement garder pour le futur. Et donc ça a commencé avec deux collègues de Berlin, Bastien Bayer et Ivar Setar, qui sont deux architectes, et on a commencé à pétrifier des objets que eux ont produits. Et donc vous êtes tous les bienvenus si vous voulez essayer des choses. Voilà. Juste pour ce projet-là, donc la plupart des images que j'ai montrées là ont été produites par Ophélie Morus, qui m'a aidé pour une publication qui va sortir en début d'année prochaine, qui s'appelle Able. C'est les crédits nécessaires. Voilà. On va passer à un troisième projet, alors qui est un projet que j'ai un peu mis de côté maintenant depuis 2-3 ans, mais qui est intéressant, je pense aussi parce que c'était mon projet de diplôme, et donc comme ça vous pourrez voir un peu ce que j'ai produit pour mon diplôme à l'époque. C'était en 2012, donc il y a déjà un petit moment. Mais c'est toujours dans cette même question de la production locale, et je me disais, finalement, à partir du moment où on pense production locale, on est aussi dans des temporalités différentes. C'est-à-dire, c'est pas que des questions géométriques, ou d'espace géographique, c'est aussi des questions temporelles, parce qu'on n'a pas besoin d'une brosse à dents toutes les 3 secondes. Donc on peut avoir des productions lentes liées à des espaces plus restreints. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux productions, à trouver des exemples de productions où plus on attend, plus ça a de la valeur. Et c'est évidemment le cas des perles. Un peu comme le projet précédent, je suis tombé sur un article scientifique d'une revue américaine, de Nature, qui proposait un protocole pour fabriquer de la nacre. Et le principe était vraiment copié sur la manière dont l'huître crée la nacre. C'est des couches de céramique et de bioplastique. C'est vraiment, il faut imaginer des briques et du mortier, quoi. C'est exactement ça. C'est à des échelles microscopiques, mais c'est exactement la même logique. Ce qui était intéressant dans cet article, c'est que donc il décrivait la manière dont on pouvait faire une nacre artificielle, mais ça prenait le même temps
que l'huître. Donc ça finissait par une conclusion en disant on pourrait, avec les propriétés de ce matériau, on pourrait fabriquer des casques pour l'armée ou des structures ultra légères et résistantes, etc. Mais en fait, ça mettrait 10 ans pour faire un casque. Ce que je trouvais absolument passionnant dans cette espèce de limitation du biologique ou du biomimétisme. Et donc j'ai travaillé sur ce protocole à l'Imperial College à Londres et j'ai commencé à tenter, à tremper des choses. Donc c'est toujours un procédé d'enrobage, hein, comme dans l'huître, où ça pousse progressivement sur la matière. Et évidemment, j'ai fait une machine pour tremper, parce que vu que ça met plusieurs mois pour faire un demi-millimètre de matière, il fallait que ça soit mécanisé. Donc j'ai fait une machine qui me fonctionnait sur un principe d'horloge, et qui venait tremper donc une bille, une forme initiale, dans les 3 bains. Voilà mon film de fin d'études de 2012, donc soyez sympa, c'est un peu vieux. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un sait comment Donc le principe, c'est que il y a une forme initiale qui trempe dans 3 bains. Voilà l'horloge qui était derrière. Un bain donc de bioplastique, un bain de céramique en poudre et un bain d'eau pour enlever les excès et les éléments qui ne seraient pas bien accrochés. Donc c'est assez simple. Et en fait, c'est un peu comme une électrolyse, c'est-à-dire ils sont polarisés, le plastique et la céramique sont polarisés inversement, et donc elles s'accrochent l'une à l'autre à chaque couche. Donc ça trempait dans les 3 bains une fois par heure, évidemment. J'ai ensuite été invité dans une autre exposition à la Fondation EDF à Paris, et qui s'appelait Alive. Et là, ils m'ont demandé de faire Bon, c'était la Fondation EDF, donc ils étaient un peu moins sensibles à la question de l'énergie. C'était pas grave si ça utilisait des moteurs, en gros. Et donc j'ai fait une version, une sorte de grand carrousel qui trempait 6 billes en même temps, et l'exposition a duré 4 mois, donc à chaque fois, il y avait des productions de nouvelles perles sur des supports différents, avec des formes différentes à chaque fois. J'ai aussi produit, ça c'était un peu plus tard, mais j'ai aussi produit donc des objets avec une structure en imprimante 3D et avec cette idée d'objet poreux qui est l'inverse de la perle qui est habituellement toujours pleine. Voilà. Alors ce qui m'intéresse beaucoup avec ce projet et pourquoi j'en parle, c'est parce que c'était surtout un support de discussion. Dans les expositions, et notamment dans celle-là à la Fondation EDF, j'ai eu des réactions parfois très négatives. C'est-à-dire j'ai eu des gens qui m'ont dit moi je veux pas que les perles soient faites par des machines, je préfère que ce soit des perles naturelles faites par des huîtres. Et de là commençait une discussion. C'est-à-dire je leur disais oui, mais est-ce que vous savez que les perles fines, les perles où c'est un grain de sable qui tombe accidentellement entre la membrane et la coquille, c'est interdit à la pêche dans tous les pays, quasiment tous les pays du monde, parce que ça détruit des races entières. Donc toutes les perles que vous trouvez dans le marché sont des perles de culture, des perles où donc on insère une bille déjà façonnée à un endroit précis de l'huître, on referme l'huître, on la met dans l'eau pendant 2 ans, et pour 30% des cas, on obtient une couche d'à peu près 1 millimètre sur cette bille, et cette couche d'1 millimètre est le minimum pour qu'on ne voit plus la bille, parce que sinon c'est semi-transparent. Et donc, en fait, c'est une exploitation industrielle, enfin c'est une exploitation industrielle d'animaux. Est-ce que c'est mieux de le mécaniser ou est-ce que c'est mieux d'exploiter des animaux? Et donc de là, il y avait des débats hyper intéressants sur ces rapports entre mécanisation et exploitation animale.
avec des réactions parfois de dire oui, mais les mollusques, bon, est-ce que c'est vraiment des animaux? Donc on rentrait tout de suite dans la question des espèces aussi, c'est-à-dire à quelles espèces on donne crédit, à quelles espèces on doit protéger. Donc voilà, c'est aussi un support, de questionnement sur les questions de biomorphisme et de biologie. Alors, on va parler de Polyfloss, qui est le projet le plus ancien et le plus développé aussi parce qu'on est 4 sur ce projet. C'est un projet que je développe avec 3 collègues ingénieurs, designers aussi, comme moi. Alors, plutôt que de vous révéler ce que c'est, je vais vous laisser le regarder par vous-même. Et je pense que vous allez tout de suite reconnaître de quoi il s'agit. Vous l'avez reconnu. C'est une barbe à papa de plastique. Donc ça produit des fibres comme ça, très très fines, à partir de déchets. Alors, ça marche pas avec tous les plastiques, hein. Ça marche avec une série de plastiques usuels. Mais ça produit ces fibres. En fait, le projet a commencé donc aussi au Royal College au départ. On était 4 et on avait visité cet endroit qui s'appelle Remakery Brixton, qui n'existe plus d'ailleurs, mais qui était un lieu d'upcycling où il y avait toute une série d'assauts qui récupéraient des déchets de la mairie, via la mairie, et qui retapaient. Et ils nous ont dit tout de suite, les bois, les textiles et les métaux, on a les connaissances, on sait comment les recycler, on sait comment les réutiliser. Les plastiques, on sait rien en faire, on les jette. Sachant que c'était avant Precious Plastic. Donc il n'y avait aucun outil, il n'y avait aucune connaissance pour transformer les plastiques. Et donc on s'est dit, ok, on va expérimenter sur les plastiques. On a commencé, donc ça c'était au Royal College, à faire fondre tous les plastiques qu'on trouvait dans des casseroles, à les toaster, à essayer de les extruder, etc. Puis à un moment on s'est dit, ok, à quoi est-ce que le plastique, pourquoi est-ce que le plastique est intéressant? Parce que si on fait des plaques de plastique recyclé, en fait, pour en tout cas le contexte qu'on avait identifié, ils avaient déjà des plaques de bois qui sont beaucoup plus simples à couper, beaucoup plus simples à manipuler, à assembler. Si on leur fait des plaques de plastique, ça n'a pas vraiment un grand intérêt. Donc tout ce qui était un peu objet rigide, c'est pareil, ils avaient du métal pour fabriquer des objets beaucoup plus facilement qu'avec des plastiques. Par contre, la mousse, ils n'avaient rien. C'est-à-dire la mousse, mais c'est vrai même pour les objets non recyclés. La mousse, tout ce qui est confort, en fait, c'est toujours du plastique. Que ce soit dans les sofas, dans les chaussures, dans les coussins de voiture, etc. Il y a assez peu d'autres manières de faire des objets de confort que du plastique en mousse. Et donc on s'est dit, ça c'est un bon objectif, essayer d'arriver à faire du plastique. Et au début, on essayait avec des agents moussants, ce qui est les manières usuelles de faire des mousses de plastique. Ça prenait feu, c'était totalement incontrôlable, on n'arrivait pas du tout à obtenir quoi que ce soit. Et c'est là où on a pensé donc à la barbe à papa, en se disant c'est pas vraiment une mousse, c'est un non tissé, mais ça a des propriétés, disons, relativement similaires. Et donc on a réussi à produire ces premières... c'était pas vraiment encore de la mousse, c'était vraiment c'était un peu rigide, hein, c'était un peu craquant, mais on arrivait à avoir des tas de fibres, disons. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à l'histoire de cette rencontre, disons, c'est qu'en fait elles sont assez proches. La barbe à papa a été inventée et présentée pour la première fois en 1904 à l'exposition universelle de Saint-Louis. Elle a fait un tabac, ça a été inventé par un dentiste en plus. Et ils en ont vendu des milliers et des milliers dès la première vente, enfin dès la première présentation. Et en fait, au même moment, vraiment, alors en termes de kilomètres, je sais pas, mais pas très loin, en tout cas aux États-Unis, le chimiste belge Joseph Backland
était en train d'expérimenter sur les premiers plastiques synthétiques qui s'appellent la bakélite dans cette cuve de vulcanisation. Il posera le brevet en 1906. Et donc c'est deux inventions comme ça qui ont commencé à peu près au même moment et puis qui ont des histoires très différentes et qu'on essaie de se faire rencontrer. Donc voilà, au début le projet a eu plutôt donc on l'a utilisé beaucoup pour l'éducation, de la sensibilisation, des ateliers, quelques projets aussi un peu plus commerciaux. On a fait une installation pour une entreprise, on a récupéré leurs déchets, on a fait une installation pour leur lobby. Mais disons qu'il n'y avait pas vraiment de réalité en dehors du discours. C'est-à-dire, ça s'était pas confronté vraiment au réel. On avait fait des machines comme ça, plus grosses, plus importantes. Alors vous voyez peut-être qu'ils font des fibres beaucoup moins fines. Ça produit beaucoup plus vite, mais c'est moins fin, donc ça peut être utile dans d'autres cadres. On a fait donc toute une série aussi d'expérimentations, de mise en forme, voire de micro-architecture, en travaillant la manière dont on peut le tricoter, le tisser, le mouler partiellement, le mouler, la grande, cette chose bleue et jaune que vous voyez là, c'est repassé simplement, avec un fer à repasser. Donc c'est étalé et puis repassé, et ça soudre toutes les fibres ensemble. Ou voire même une sorte de matelassé en fondant les fibres que sur des lignes comme ça. Mais en fait le projet a commencé à vraiment prendre de l'ampleur en 2018. On a été invité par une fondation d'entreprise qui s'appelle Ruby Mécénat à utiliser cette technologie pour mettre en place un atelier permanent de recyclage à Madagascar. Eux sont implantés, voulaient agir à Madagascar depuis longtemps. Et ils nous ont commandé, disons, de mettre en place cet atelier là-bas. Donc ça, c'est moi au premier voyage à Madagascar avec mon collègue Christophe Machet. C'est le premier jour. On est arrivé, on leur a dit on veut voir les déchetteries, voir c'est même pas des déchetteries, c'est des champs de déchets. Et donc, alors je sais pas si vous les voyez, mais ce qui est impressionnant, donc c'est une montagne, hein, c'est gigantesque. Et en plus, je sais pas si vous voyez, mais en haut il y a plein de gens partout qui creusent et qui viennent chercher des déchets qui ont encore une valeur et qui vont les revendre à un marché qui est juste derrière. Donc on est parti étudier les réseaux de recyclage et de réutilisation et de déchets pour comprendre comment on pouvait intervenir sans détruire ce qui marchait déjà. On a passé beaucoup de temps. On a fait tous ensemble presque 7 à 8 voyages de 2 semaines, étalés sur 2 ans. On a recruté donc déjà on a recruté une équipe sur place. Il y a une designer, un chef de projet, un chef d'atelier et un éducateur alloué au projet. Avec eux, on a recruté une équipe de jeunes en réinsertion sociale. À qui on a du coup appris non seulement à utiliser la machine, mais aussi des questions d'entrepreneuriat, de design, de français. Enfin, donc il y a eu toute une série de cours, de formations, pas uniquement par nous, hein, évidemment, par toute l'équipe. Et on a commencé à mettre en place donc une petite unité de recyclage avec un réseau de collecteurs qui viennent amener donc un déchet. On a choisi un déchet très spécifique pour éviter qu'il y ait des questions de danger, c'est-à-dire s'ils mettent des déchets qu'ils connaissent pas dans la machine, on ne sait pas ce que ça peut produire, et aussi même de qualité de la laine, comme ça on était sûr d'avoir une qualité stable. Donc ce sont ces déchets que vous voyez là, donc des tubes de cachet. Et donc ils obtiennent cette laine qu'on collecte comme ça dans des grosses bobines, et puis ils la filent, et ils font principalement des textiles pour l'instant, soit eux-mêmes, soit en la revendant à d'autres artisans. Parce qu'il faut savoir que l'artisanat textile malgache est extrêmement développé, extrêmement réputé, mais en fait, il pâtit du fait qu'il y a énormément que la qualité des fibres malgaches est très très bonne, et donc est de plus en plus achetée à l'étranger. Et donc les artisans malgaches n'ont plus accès à leur matière de travail initiale. Et donc c'est une sorte de volonté de réintroduire une fibre locale pour les artisans.
Donc voilà, ce qui est génial avec ce projet, c'est que c'était un projet d'école qui est devenu un projet qui permet maintenant à ces 10 jeunes de vivre. Enfin, ils ont créé leur entreprise, ils sont devenus chefs d'entreprise et ils vont vendre tous ces objets, soit eux-mêmes, soit via des magasins. Et ce projet qui était un premier cas d'école pour nous, enfin vraiment, on a pu se dire, en fait, ça fonctionne sur le long terme. C'est pas une technologie qui est juste une technologie d'exposition. Nous a amené donc à créer un consortium avec 2 ONG, Ingénieurs sans frontières Norvège et Field Ready, qui est spécialisé dans l'apport de technologie dans les zones de crise. Où en fait eux sont venus nous voir et nous ont dit, mais est-ce que votre technologie on peut l'utiliser pour faire de l'isolant dans les camps de réfugiés, en utilisant les déchets plastiques des camps et en potentiellement fournissant du travail dans les camps aussi pour les migrants. Donc totalement nouveau contexte. Nous on n'avait aucune idée, c'est-à-dire on leur a dit mais en fait on n'en sait rien, il y a plein de questions qui se posent, quels sont les déchets, comment on forme les gens, les normes de feu, la productivité qu'il faut avoir avec ces machines qui n'étaient pas du tout suffisantes pour arriver à isoler un camp. Enfin, donc, il y a eu énormément de questions et on leur a dit il nous faut un budget de recherche avant de nous engager à dire on va faire 50 tentes ou 100 tentes ou 200 tentes. Et donc c'est ce qu'ils ont eu. En 2019, on a commencé un projet tous ensemble qui a d'abord donné lieu à des tests grandeur nature en Norvège. À cause du Covid, on n'a pas pu faire les premiers tests sur site, donc on l'a fait en Norvège, là où nos collègues sont. Il y a même des gens qui ont vécu dedans un peu. Il y avait des capteurs partout, et puis ils ont vécu dedans, ils étaient des cobayes d'une certaine manière. Pour voir l'effet de cette isolation sur la tente. Et puis en 2021, là en juillet, on a enfin pu envoyer la machine, qui est une nouvelle machine, qui est beaucoup plus grosse, sur laquelle d'ailleurs il y a un brevet, on pourra en parler, à Gaziantep, donc à la frontière syrienne, avec une équipe locale de nos partenaires Field Ready. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, eux, ils utilisent cette machine et ils la connaissent même mieux que nous. Enfin, je veux dire, ils ont produit plus de 500 kilos de laine. Ils commencent à la mettre dans des tentes et à tester les performances sur site. Donc voilà, le projet se poursuit et va se poursuivre d'ailleurs assez vite parce qu'on est en train de monter un partenariat avec Acted, qui est une très grosse ONG française et qui est très présente en Syrie et qui voudrait déjà pour cet hiver mettre en place de l'isolation l'objectif ce serait d'en faire 100 habitats, ce qui est énorme. Donc voilà, on est il y a toute l'équipe qui essaye de suivre les demandes, parce que évidemment c'est des contextes d'urgence incroyables. Voilà, et puis je vais finir par un projet, je ne sais pas combien de temps il me reste, je n'ai pas regardé l'heure. Je déborde un peu, je vais faire vite pour le dernier. Je vais finir par un projet qui est très récent et qui est un projet alors qui va bien ailleurs, qui va dans d'autres contextes, mais qui j'espère va ouvrir d'autres pistes. C'est un projet qui commence avec la rencontre de 2 chirurgiens et biochimistes qui travaillent à l'hôpital de la Charité, qui est le grand hôpital Berlin, et en fait qui m'ont expliqué que en chirurgie expérimentale, le gros enjeu mondial, c'est d'arriver à refaire des organes artificiels. Pour pallier au manque de dons d'organes, pour pallier aussi à toutes les dérives que ça produit en termes de transfert, de magouilles, etc. Et donc, je suis allé dans leur labo. Alors, c'est un autre univers. Et ils m'ont expliqué que donc, dans les organes, il y a 2 choses principales. Une qui est donc les cellules. Et ça, ils peuvent reproduire assez facilement. Mais ce qui est le plus difficile, c'est ce qui tient toutes ces cellules. C'est la matrice, ce qu'ils appellent la matrice extracellulaire, donc qui est une sorte de tissu spongieux, on dirait une sorte de méduse. Là, vous voyez, en gros, c'est un organe, c'est un foie de souris
où ils sont en train d'enlever les cellules, donc il ne va ne rester que cette matrice extracellulaire. Et c'est donc une sorte d'objet fait de milliers de micro-canaux qui permettent au sang de traverser et aux cellules d'échanger avec ce sang. Et donc l'enjeu, c'est comment on produit cette chose. Et ils m'ont dit, mais tu fais des procédés de fabrication, il faut que tu y réfléchisses. Donc c'est ces espèces d'objets-là, un peu étranges. Et donc le brief, c'était un peu comment faire des réseaux microvasculaires dans un matériau biocompatible. Et pour moi, c'était intéressant parce que c'est un débat c'est un sujet, disons, qui est très émergent maintenant dans beaucoup de labos de recherche, notamment en architecture, mais aussi en design. C'est la question de la bioréceptivité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait des objets architecturaux qui sont sans doute utiles pour l'humain, mais qui sont aussi et surtout des lieux d'accueil pour des biodiversités, pour des microbes, pour des champignons, et donc c'est un peu la logique inverse de la logique moderne, c'est-à-dire de vouloir faire des espaces le plus lisse possible et d'utiliser du détergent pour enlever toute forme de bactéries Là c'est l'inverse, c'est de faire des espaces qui accueillent et qui promeuvent des formes de non-humains ou de la prolifération de non-humains sur les façades, dans les coraux, etc. Et donc c'est un peu comme la logique antibiotique, probiotique, si vous voulez. C'est de se dire, plutôt que de tout tuer, on va soutenir certains développements de micro-organismes. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut produire. Et alors tout de suite, moi j'ai pensé à un phénomène que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la fulgurite, qui est passionnant, où c'est lorsqu'un éclair tombe sur le sable, ils font le sable en forme de canaux, et qui se subdivisent au fur et à mesure dans le sable. Et c'est un phénomène qui se passe aussi en fait dans les câbles électriques, qui s'appelle le electrical treeing, que vous voyez sur la figure en jaune, et qui est donc soumis à des très fortes contraintes. Le matériau va commencer à fabriquer ces espèces de canaux microvasculaires. Donc j'ai essayé d'abord de reproduire ça avec une expérimentation que vous avez sans doute déjà vue sur Internet. Il y a plein d'artisans, notamment aux États-Unis, qui font leur guitare électrique avec des décorations comme ça. Ça s'appelle les Lichtenberg Figures. C'est des très hauts voltages appliqués sur un bois humidifié et ça brûle le bois en faisant toutes ces structures qui ressemblent à du vasculaire aussi. Après, j'ai essayé de me dire, est-ce qu'on pourrait faire ça en 3 dimensions, dans un bloc, par exemple, de gélatine. Ça ne marche pas du tout. Enfin, en tout cas, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Mais ça m'a donné une autre idée qui m'a amené bien ailleurs, parce que, en fait, plutôt que de mettre des électrodes dans un bloc de matière et d'essayer de créer des réseaux qui se subdivisent, je me suis dit, peut-être qu'on peut faire l'inverse, c'est-à-dire mettre des électrons dans cette matière et puis les retirer de la matière. Mais pour faire ça, il me fallait un accélérateur d'électrons, ce qui n'est pas forcément facile à trouver. Ça n'existe pas en seconde main, j'ai déjà cherché. Et donc, à force de recherche et de négociation, j'ai réussi à aller à Polytechnique, où ils ont un accélérateur d'électrons relativement petit pour pouvoir prendre des sujets de recherche un peu hétérogènes, parce qu'évidemment, j'allais pas aller au CERN. Et donc ils ont accepté que je vienne faire 3 jours de tests sur ces matériaux. Donc vous voyez que c'est des machines extrêmement compliquées. C'est une machine qui produit de la radioactivité, donc on avait tous des compteurs Gégère. C'est un univers complètement fou. Et donc on a réussi à produire ces structures au départ dans des blocs de plexi, parce que c'est une expérience qui se fait déjà, qui avait déjà été sur lesquels il y avait déjà des articles scientifiques, etc., sur lesquels on pouvait se calquer un peu. Et donc voilà, vous avez vu, l'objet était chargé, on ne le voit pas, les électrons sont bloqués dans la matière, ils ont été exposés au rayonnement, et puis on les décharge avec un clou simplement connecté à la Terre, donc on donne aux électrons une piste de sortie, et ils sortent tous d'un coup, et ils créent tous ces canaux en sortant.
Et donc en fonction du type d'irradiation, de comment on décharge, etc., ça crée des structures un peu différentes. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que du coup, c'est de l'optimisation formelle, mais par la matière, pas par un logiciel qui va faire de l'optimisation formelle. C'est la matière qui prend les chemins les plus courts pour arriver à sortir, et donc qui crée ses formes par lui-même. Et donc dans un second temps, on a pu faire aussi des échantillons en bioplastique, parce qu'évidemment le PLA pour les bactéries ou les cellules, ça marche pas du tout. Donc on a réussi à faire ces échantillons en bioplastique, et la semaine dernière, alors je sais pas si vous verrez, la vidéo je pense ne fonctionnera pas, mais bon, on a pu enfin prouver que le liquide pouvait traverser les échantillons, et donc on pouvait injecter un liquide, pas encore des cellules, mais en tout cas pour l'instant un liquide. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, parce que je pourrais faire une conclusion, mais on pourra continuer dans les questions. Je vous remercie beaucoup.